Bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui le... Bonjour Michel. Donc, nous sommes aujourd'hui le 15 mars 2014 et nous sommes à Breuillé avec Luciole Christians. Et en fait, nous venons de faire une belle interview sur la voie de guérison. On a exploré la guérison, pas uniquement physique, puisque tu étais infirmière pendant ta carrière, mais au-delà de ça, tout le cheminement de connaissance de soi-même et de révélation de soi-même à soi-même dans la vie, et qui s'est fait pour toi à travers énormément de dialogues, de découverte d'autres personnes, de dialogue avec ces autres personnes, et qui t'a mené aussi sur une quête spirituelle intérieure, et qui à nouveau n'était pas uniquement une quête à travers une seule voie, mais avec trois voies principales, si on peut dire. Il y a d'une part eu le christianisme, dans lequel tu es né, et il y a eu le yoga et le bouddhisme zen. Et donc, ce qui m'interpellerait beaucoup, puisque moi je travaille sur le dialogue interculturel, enfin ça c'est vraiment mon questionnement, c'est si tu pouvais partager un peu avec nous ce cheminement qui t'a mené d'une part à pousser d'autres portes que ta tradition de départ. Qu'est-ce qui a fait que tu as été interpellé? Quelles sont ces traditions? Qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots pour que nous saisissions un peu ce qu'elles sont? Et puis, quand tu les as découvertes, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça t'a chamboulé, bouleversé? Est-ce que tu t'es perdu peut-être un peu à un certain moment? Est-ce que tu t'es retrouvé? Est-ce que tu t'es ouvert davantage? Voilà, donc, est-ce que tu peux partager avec nous un peu ce cheminement de dialogue, qui ne s'arrête pas, je veux juste préciser ça, ce n'est pas uniquement le dialogue entre ces trois traditions, parce que tu as habité au Cameroun, tu as habité en Égypte, tu as habité en Europe, donc il y a eu tous ces autres dialogues qui ont aussi nourri ta démarche, mais donc juste en mettant l'accent, on va dire un peu plus par rapport à cette quête intérieure, donc qui a été plus particulièrement alimentée, soutenue par ces traditions-là. Bon, c'est dur ce que tu me demandes là. Alors je vais essayer tout doucement d'aller à la pêche. Voilà, donc je suis infirmière, je suis mère de famille, j'ai un mari et je sens en moi ce travail qui progresse, tu vois. Et donc cette envie de lier tout ça pour que ma vie ait un sens et pour, dans mes relations aux autres, il y ait quelque chose en moi, il y avait quelque chose qui disait « bouge-toi ». Et donc, c'était les années 70. Les femmes étaient un petit peu les vedettes quelque part, tu vois. La condition féminine était en train de bouger. La contraception se mettait en place, ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Et donc tout ça, nous les femmes, on était très sollicitées pour se prendre en main. Vraiment, il y avait là le beau côté de la chose, tu vois, aller de l'avant, se prendre en main. Alors, c'est toujours très difficile. Au départ, c'est des mots, ça va très bien, ça roule. En fait, c'est un long cheminement. Mais qui s'ouvre aujourd'hui, où je suis tellement heureuse de pouvoir le dire et puis de faire partager aux autres ce cheminement. Et donc, j'avais envie par rapport à ce métier d'infirmière, que j'avais un petit peu vécu en Afrique, puisque j'étais pharmacienne, pharmacienne de brousse, tu vois, et où j'avais vu déjà ce dialogue qu'il fallait instaurer pour pouvoir guérir, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir accompagner. Bon, alors, donc, j'étais très, très motivée, et mes enfants grandissant,
habitant Port-Sud, après, ça a été le 10e déménagement, alors qu'on était mariés depuis 10 ans à peine, quoi. Donc un déménagement par an, en gros. Hein. Et donc là, je manquerais ici à Port-Sud, hein, dans cette maison. Et j'avais besoin de retrouver mon métier d'infirmière, puisque les enfants commençaient à aller à l'école tous. J'avais besoin de retourner et d'approfondir ça. Alors, comment j'ai fait que je me souvienne bien? Je crois que très vite est venu en moi ce désir du langage du corps. Bon, je suis chrétienne, je suis pratiquante, et donc il y avait ce fil d'or qui est l'évangile. Ça, je ne l'ai jamais perdu. Et grâce à la découverte d'autres civilisations, d'autres pensées philosophiques, hein, alors je parle de l'hindouisme, du bouddhisme, que j'ai rencontré, eh bien, ça a fortifié ma démarche vers le christianisme. Ça, je ne le comprends pas. Hein. Ça a été... c'était en moi. Bon, hein, ça mériterait ample réflexion, mais voilà, soyons simples, c'était comme ça. Donc, j'avais envie de reprendre mon métier d'infirmière, mais j'avais vécu en Afrique, j'avais connu la pauvreté, le manque d'eau, le manque d'hygiène, et en Égypte aussi, j'avais vu beaucoup sans hygiène, sans dispensaire, etc. J'avais vu tout ça. Donc, par cette expérience de l'Égypte, après du Honduras, voilà, j'avais envie de rendre les jeunes que je voyais, puisque j'ai frappé à l'éducation nationale, donc au collège, j'ai vraiment eu envie de donner aux jeunes le goût du respect de leur corps, hein, surtout quand on est adolescent, où on part dans tous les sens, etc. Et l'honneur de vivre. Hein, donc, on a la chance de vivre, on a la chance d'être à l'école. Donc, eh bien, allez, joie de vivre dans ce sens-là, tu vois. Ça, vraiment, ça a été mon fil conducteur. Et puis, et donc, bon, ben, j'ai adhéré à l'évolution du métier d'infirmière à l'éducation nationale. Si bien que j'ai fait partie du groupe qui a travaillé au rectorat pour la loi, qui a fait que nous, les infirmières, c'était la loi de 78, on a été reconnus. Ah, je suis très très fière de ça, de faire partie de ce groupe qui a dit nous existons dans les écoles et nous sommes là pour faire de l'éducation pour les enfants et qui regarde quoi. Qu'est-ce que la pauvreté? Qu'est-ce que pas avoir à manger dans son assiette, hein? Si bien que j'ai été approuvée. Et alors là, je me suis régalée en créant le club Vie, Rencontre et Santé. Tu vois, c'est ça, déjà, ça mûrissait. Hein. Alors, la vie, le respect de son corps, connaître son corps, l'aimer. Rencontrer l'autre. Hein. Vie, rencontre, santé. Hein, la santé. Et la santé, ben, c'est s'unifier quelque part. Hein. Le corps et le mental. Sur la pointe du pied, nous arrivons au yoga. Et donc, mes petits élèves, c'était extraordinaire dans ce collège, parce que j'ai d'abord fait équipe avec les adultes, et qui ne comprenaient pas trop qu'est-ce que c'était que cette infirmière, qui était là pour faire les bobos, hein, et puis pour prendre les petits-enfants qui vomissaient, et les rendre aux parents. Pas du tout.
mais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai collaboré avec les professeurs. Et je leur ai demandé leur avis. Et donc, j'ai créé une boîte à lettres à la porte de l'infirmerie, et les enfants me mettaient leurs questions dans la boîte. Alors, c'était des questions à tout va. Les sixièmes, pourquoi les parents ont des sexes différents, pourquoi j'ai des poils qui poussent, pourquoi... de tout, enfin là c'est les trucs un petit peu gros si tu veux, mais ils avaient confiance. Ils me posaient par écrit des questions qu'ils n'osaient poser à personne. Bon. Et puis les petits copains, évidemment. Et puis est-ce que quand on embrasse on fait un bébé, hein? J'avais des trucs adorables des sixièmes. Et par contre, les troisièmes, qui n'étaient pas passés à l'acte vis-à-vis d'une petite jeune fille ou d'un garçon, on voudrait bien savoir comment ça se passe. Donc, l'éducation sexuelle. Alors, bien sûr, là, j'ai demandé au proviseur, j'ai dit, attendez, moi j'ai des questions, vous avez vu, c'est clair, hein, comment ils sont faits? Bon, est-ce que je peux y répondre? Alors, il y avait un médecin scolaire qui passait une fois par mois, et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous m'autorisez à parler franco, enfin, à expliquer? Et alors là, eh ben, le prof de sciences nat était heureux comme tout, parce qu'on a travaillé ensemble. Le professeur de géographie, heureux comme tout, parce qu'il pouvait expliquer la faim dans le monde. Et à l'époque, on en parlait peut-être un petit peu plus qu'avant, que maintenant. Le professeur de chant, alors là, on est devenus deux grandes amies, parce qu'on pouvait parler. Donc, on a fait des cours de chant, si tu veux. Bon, et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, tu vois, je me suis introduite dans ce collège pour les rendre en santé. Et c'était super. On n'a pas arrêté. Par contre, pas d'erreur. À moi d'être très vigilante, à ne pas dépasser mes limites. Donc, à connaître où je pouvais aller et ce que je ne devais pas dépasser. Et donc, tu sais, dans les collèges, ils ont des heures de liberté où ils peuvent rentrer chez eux. Bon, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais... Alors, les parents étaient un petit peu ennuyés parce que le père et la mère travaillaient. On est c'était Morangis, on est en banlieue, donc les enfants sont seuls, hein, ce qui s'appelle seul. Quand les parents signent, il peut sortir, on ne sait pas où va l'enfant. Et c'était donc le début de la drogue qui circulait pas mal. Et comme ils m'aimaient bien, et ils venaient me le raconter. Et donc, on a pu, vraiment avec le proviseur, démêler des situations qui auraient pu être dramatiques. Vraiment dramatiques. Bon. Alors, tout ça, c'est la santé. Tu vois, tout ça, c'est... Être en santé, c'est quoi? C'est un équilibre. Alors, les pauvres parents, ils ont été pris à cette époque par toujours plus. Hein, c'est-à-dire, on a une voiture, on en veut deux, comme ça madame pourra faire les courses, etc. C'était la course, quoi. Alors, quand un petit de 6e venait me dire, maman est enceinte, alors le bébé, enfin, il me posait des questions vraiment très très personnelles. J'ai oublié. Je disais, écoute, parle-en à ta maman. Elle n'a pas le temps. Alors, elle n'a pas le temps parce que quand ils arrivent, les parents, ils sont épuisés par le RER, les conduites de classe, les conduites, etc., la journée de boulot. Alors, on ouvre la télévision. Et la télévision, plein pot. Bien. Donc, la maman n'a pas le temps. Elle prépare le repas. Après. Bon. Et puis après, mais les enfants vont se coucher. Et il y a justement un bon film ou une bonne émission. Bon, stop, hein, on s'est bien vu, quoi. L'enfant ne peut pas communiquer. Ça, je l'ai vécu. Hein. J'ai essayé de le faire passer quand il y a eu des réunions de parents. Parce que les parents non plus ne se rendent pas compte. On est dans un engrenage. Voilà. Alors, ça,
si tu veux, le rôle de l'infirmière, c'est canon. Hein. Donc moi, aux réunions au rectorat de toutes les infirmières, pour notre loi qui est passée, bon, on m'invitait parce qu'on avait trouvé que j'étais un petit peu dynamique. Hein. Moi, j'ai expliqué ce que je faisais. Et on s'est dit, bon, allez, il faut continuer. Bon, je sais qu'en haut lieu, on a pris en compte tout ça et on a dit, eh bien, les infirmières sont éducatrices de santé. Ta, 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 ta. Alors là, je me suis régalée. C'est-à-dire que j'ai filé aux allocations familiales où ils avaient plein de matos, de films pour expliquer ce qu'est la vaccination, ce qu'est le ceci, ce qu'est cela, toute la base de la médecine, hein, la médecine, les soins. Alors moi je vais appeler ça les soins de santé primaire, parce que j'étais tellement piquée au jeu qu'il y a eu des réunions de parents, il y a eu on a fait pour préparer Noël, on a fait une journée de jeûne. Ça, faut le faire. J'étais quand même culottée. Toute la cantine, bol de riz. Et l'argent partant à l'UNICEF. Organisé par le professeur de géographie. C'était pas moi. C'est extra, quoi. Je me suis régalée. Et alors, nous aussi, quand les enfants s'ennuyaient, hein, qu'ils n'avaient pas le droit de sortir, eh bien, j'avais récolté des aiguilles à tricoter et du coton, parce que j'avais su que Sœur Teresa, qui à ce moment-là était jeune, hein, c'était les années 70, entre 70 et 80, avait besoin de bandes de coton pour les lépreux, pour ses soins, tu vois. Et c'est beaucoup mieux que les bandes Velpo. Il vaut mieux les tricoter. Donc, moi j'avais mes tonneaux de lessive vides étaient pleines d'aiguilles à tricoter qu'on m'avait donné au marché. Et les enfants, dès qu'ils avaient une minute, venaient tricoter, plutôt que de courir n'importe où. Et alors les filles apprenaient aux garçons. C'était adorable. Alors j'avais des kilomètres de bandes. Donc on a fait une fête pour Noël. Donc la chorale. Alors un samedi après-midi, les parents ont été invités. On a vendu des gâteaux faits par les mamans pour avoir de l'argent. Le professeur de géographie a fait un topo. Le professeur de chant, pour cette occasion, il y avait une chorale de professeurs et une chorale d'enfants. Alors, je ne vous dis pas, quand les enfants ont été s'asseoir et ont dit au professeur, maintenant c'est à votre tour, et qu'ils ont regardé leur professeur chanter, c'était adorable, adorable. Et j'avais dans ces professeurs une je me souviens, qui était en dépression. Cette dépression n'existait plus. Hein? Par le chant. Bon, vous me direz, c'est des drôles de soins pour une infirmière. Eh bien si, ça marche trop bien. Trop bien. Alors il y a eu ça. Et puis, donc on a fait une fête. Et j'ai fait venir quelqu'un de l'extérieur, des ONG, pour expliquer le travail de soins qu'on faisait là-bas. Hein. Et moi, je me suis piquée au jeu. J'ai rencontré une amie qui était au Honduras, et donc j'ai fait des démarches pour aller au Honduras pour voir si c'était vrai. Hein. Parce que, je vais vous dire, il y a quand même eu des petits trucs sombres. Il y a une dame qui m'a traitée de dame de bonnes œuvres. Ça m'a fait un peu mal. Et je me suis dit, ma cocotte, tu te fais plaisir. Il faut aller au charbon. J'ai été piquée par, effectivement, si vous voulez, c'est très vite le débordement de moi. Donc, coup de frein. Je me suis dit, attention, t'en fais trop, là. Tu sais, c'était excitant. Mais en même temps, il y a toujours je vais dire le malin, hein, qui est fuite. Bon. Donc, je suis partie au Honduras pendant 2 mois pour travailler là-bas dans un bidonville. Alors là, c'est une grande histoire.
Et pour... là, j'ai vraiment vécu, hein, vécu ce que c'était la malnutrition. Hein. Alors là aussi, j'ai fait un film du reste. Et puis il y a des conférences, et puis etc. Parce que pour expliquer en France comment on pouvait aider... Alors, mon thème, c'était les soins de santé primaire, les projets gouvernementaux. C'est-à-dire que j'ai été dans un endroit où l'aide internationale accompagnait un projet gouvernemental. Hein, ce qui n'est plus comme au Cameroun, où on allait dans les missions, où il y avait les missions catholiques qui faisaient seules les écoles, tu vois. Tandis qu'au Honduras, non, il y avait des ingénieurs, il y avait des médecins. Et du reste, le centre médical où j'ai travaillé est maintenant complètement autonome. Et c'est des Honduriens qui soignent d'autres Honduriens. Mais là, quand je suis allée, c'était pas encore ça, c'était le début. Donc c'était un travail énorme et une remise en question énorme pour moi. Vraiment énorme. Hein. C'est-à-dire, ce que je donnais à mes enfants du collège, hein, j'avais l'impression que c'était plus vrai. Hein. Du reste, j'ai une petite collégienne qui n'a rien à faire de l'école et qui s'est orientée chez Jean Vanier et qui a travaillé à l'Arche. Hein, parce que à Tegucigalpa, là où j'étais dans le bidonville, il y avait l'Arche de Jean Vanier. C'est-à-dire, Jean Vanier, c'est un homme canadien, français, qui a créé des fraternités pour les handicapés adultes. Hein. Et on s'en occupe pas trop. Les petits, on s'en occupe. Les grands, c'est pas trop où les mettre, quoi. C'est si difficile. Donc, près de chez nous, il y avait l'Arche. Et donc, voilà. Alors, vous voyez, c'était une explosion en moi de comment transmettre le respect de soi, la vie, si on est malade, le combat pour la guérison, le combat pour l'acceptation. Hein, quand on a un petit bonhomme qui a pas de bras droit, par exemple. Hein, il faut qu'il vive avec ça, les copines, tout ça, voilà. Et donc, tout ce travail, ça y est, cette mise en place, j'ai senti qu'il y avait vraiment un besoin, hein, d'aller vers l'autre et d'aller plus loin, et de travailler plus. Hein. Et en même temps, j'avais ma vie familiale, j'avais ma joie des enfants, et aussi les soucis, hein, les épreuves, la vie conjugale, les projets de mon mari, qui était cinéaste. Hein. Tout ça, il fallait voilà, depuis 70, la femme bougeait en France, mais il fallait qu'elle bouge dans le bon sens. Voilà, il y a toute cette évolution-là de la femme que maintenant les jeunes femmes ne connaissent plus. L'acquis de la contraception, on ne sait pas ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est. Nous, on a vécu ça. Et c'est pas drôle, hein, parce que, voilà, bon, c'est un grand... Et du reste, ça m'a servi pour aider tous ces jeunes en troisième, impatients de connaître la vie qui les attendait, et en même temps extrêmement craintifs. Hein. Les jeunes ont beaucoup de pudeur. Hein. Je crois que les films qu'on voit me choquent beaucoup parce que je trouve que c'est dommage, on brûle les étapes. Un jeune, ça a énormément de respect. Énormément. Et donc le violenter, c'est... quel malheur. Quel malheur. Quel gâchis. Hein. Et je pense que tous ces divorces qu'il y a maintenant sont dus à... On a brûlé les étapes. Donc, toujours plus, quoi. Alors la sexualité, ça peut grimper, et puis après, on ne peut plus gérer. C'est affreux, c'est dramatique. Alors que c'est tellement beau d'aimer. Hein, et un corps d'homme, un corps de femme, un corps d'enfant, il n'y a pas plus beau sur Terre. Bon, donc tout ça, moi je le ressentais,
Mais comment le gérer pour pouvoir communiquer, pour pouvoir transmettre, hein? Je me perds un peu, Christophe, qu'est-ce que tu en penses? On commence à voir comment en fait les expériences et les dialogues que tu as eu, enfin dialogue pas uniquement dans le sens justement d'échange de paroles, mais dialogue au sens profond de vivre des expériences différentes, de se mettre dans des contextes différents, qui nous mettent des crises existentielles, hein, parce qu'on perd ses pédales, on ne sait plus où on en est. Et ces remises en question ne seraient jamais arrivées si finalement on était resté dans sa petite bulle, donc sans s'ouvrir, sans dialoguer avec le monde dans lequel on est. Et puis donc si je comprends bien, enfin, là où on en est, me semble-t-il, c'est un peu comment ces dialogues extérieurs donc, qui ont commencé à remuer toutes sortes de choses aussi à l'intérieur de toi-même, t'ont peut-être après donc, mené à rentrer dans un dialogue plus explicite avec toi-même, donc à travers aussi, donc, il y avait le yoga, la tradition zen. Tu me fais penser à quelque chose encore pour le collège, qui rejoint ça. Hein. J'avais mon diplôme de secouriste, infirmière secouriste de l'air. Bon, ça j'ai fait ça après le diplôme d'infirmière, et j'avais envie de repartir, tu vois, voilà. Hein. Et donc j'ai failli partir en Algérie du reste. Hein. Et convoyeuse de l'air, c'est bien. Hein. Et donc, ça m'entraînait aussi à passer mon diplôme de secouriste. Bien. Hein. Et là, j'ai eu une pierre d'achoppement pour le collège, pour les enfants, pour l'expérience humaine. C'est-à-dire que j'ai formé énormément de jeunes à 4 gestes pour une vie. Ils ne pouvaient pas passer le BNS, ils étaient trop jeunes. Bon, ça s'appelle autrement maintenant, mais c'est le secourisme, hein, de la Croix-Rouge. Bon, je suis une ancienne de la Croix-Rouge française. Et donc, j'ai demandé à la Croix-Rouge de pouvoir enseigner. Et j'ai formé énormément de jeunes, surtout les 3e, mais même les 6e, à 4 gestes pour une vie. Hein. Savoir donner l'appel, savoir faire le point de compression, ça saigne, j'appuie, savoir faire le bouche à bouche. Alors ça, les 3e adoraient. Et puis, attends, le 4e, mon Dieu, j'ai oublié. Le point de compression, et mettre en PLS, position latérale de sécurité. Ah, tu vois, ça reste encore en mémoire. Et alors là, j'ai eu énormément de monde. Énormément, j'arrêtais pas. Hein. On faisait ça 2 après-midi par semaine. Alors, il y a eu beaucoup moins d'absents à l'infirmerie. Je viens à l'infirmerie, j'ai mal au ventre. Non. C'est fou. Je ne pouvais plus donner un cachet d'aspirine. Alors j'ai dit ça au proviseur. J'ai écouté, madame, qu'est-ce que je fais? Je ne donne plus un médicament. Je ne donnais plus de médicaments. Impressionnant, quoi. Hein. Et alors, on a fait ces cours de secourisme. On a délivré des petits diplômes, tu vois. Et ça a mis une ambiance dans le collège remarquable, au point de vue accident. Et alors surtout, les parents ravis, mais ravis, parce que voilà. Alors ça rejoignait le respect du corps, ça rejoignait l'attention à l'autre, ça rejoignait je tricote dans ma tête. Hein, on ne donnait pas le diplôme à quelqu'un qui... comment donner l'appel, hein, si on téléphone, allô, il y a un incendie, avenue du Général de Gaulle, et qu'on raccroche, eh bien, dans la banlieue parisienne, cherchez le nombre d'avenues ou de rues du Général de Gaulle. Vous ne pouvez pas. Hein. Donc, ça apprenait aux enfants à parler juste. Alors, c'était avant le téléphone portable. Mais je faisais la guerre aux enfants avec leur téléphone, parce qu'ils restaient des heures à communiquer avec leurs petits copains. Donc les parents râlaient, donc j'avais des explications, et je leur disais, oui, mais quand vous prenez un réseau, et s'il y a une urgence, donc soyez clairs dans quand vous transmettez un message. Mais si vous voulez voir une copine, vous voyez un mercredi après-midi. Mais essayez qu'au téléphone, ce soit concis.
Et alors là, bon, là aussi, ça aide énormément dans la vie. Hein, même pour moi. Je me dis, est-ce que moi, je gâche pas de temps en temps, tu sais, la qualité de vie, la qualité de la parole. Bon, voilà. Voilà des petits cheminements qui m'ont amené à grandir et à rendre tous ces enfants vraiment aimants, heureux. Ah, il y avait une ambiance. Ah, tu sais, vraiment... et puis même les professeurs, tu vois, ils étaient contents de me voir. Il y avait... parce que les professeurs aussi, il faut les soigner. Il y a de grandes souffrances. Moi, j'ai remplacé une fois un professeur d'histoire. Alors, elle faisait une déprime, mais voilà. Bon. Et elle enseignait l'Égypte. Tout petit exemple. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Bon. Et je lui ai dit, ben, écoute, l'Égypte, j'adore. Je vous remplace au pied levé, comme ça. Bon. Et eh bien, je me suis rendu compte qu'elle enseignait la même chose pendant 4 heures. Je crois que l'après-midi, il y a 4 heures de cours, où j'exagère 3 heures. Bon, supposons 3 heures, mais je crois que c'était 4. Elle avait 4/5. C'est-à-dire, 4 fois, elle disait la même chose sur le pharaon. Eh bien, moi, au bout de la 4e fois, j'avais envie d'envoyer le pharaon en enfer. C'est terrible. C'est terrible. J'ai compris sa dépression. Alors, en fait, elle ne voulait pas être professeure de géographie, on l'avait bombardée, bon. Mais vous voyez, moi j'étais épuisée. Parce que 4 fois... Alors, la première fois, avec bonheur, tu parles de l'Égypte. Deuxième fois, avec contrôle, tu parles de... ça va bien. Hein. Puis la 4e fois, mais le premier qui parle sort. On devient insupportable. Voilà. Alors, tu vois, tout ça, c'est des expériences que j'ai vécues et qui m'ont permis après de comprendre les professeurs. Parce que on dit les professeurs, on les a accusés à cette époque-là, ils ont des congés, ils s'arrêtent tout le temps, tu vois, on disait du mal. Bon, vraiment, parfois j'avais de la peine parce que c'est pas vrai. Mais quand on fait ça, tu vois, franchement, c'est dur, tu vois. Si je me dis que cette femme-là, elle enseignait quelque chose qu'elle n'aimait pas beaucoup, hein, et elle était obligée, puisqu'autrement elle ne peut pas travailler, hein, elle ne peut pas manger, hein, donc elle le fait. Et voilà, donc si tu veux, moi j'étais plus compatissante, je comprenais mieux les professeurs que je soignais. Donc, il y avait de l'amour, donc tout allait bien, quoi. Ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux. Voilà, passer par l'expérience, prendre, tu vois, donc aller dans un pays pauvre, bon ben, si on a l'opportunité d'y aller et de travailler, hein, vraiment j'y étais pour travailler, et on revient avec d'autres yeux, on revient avec... et alors si après tu accueilles dans ton école des petits Honduriens, ou bien quand j'arrive à l'université et que mes élèves que je dois soigner sont des 4 coins du monde, waouh, t'as une ouverture qui est complètement... on s'aimait, quoi. Les Camerounais, mais ah là 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 là. Ah mais oui, ça, ils pouvaient me demander ce qu'ils voulaient, tu vois. J'essayais d'être... alors on essaie toujours, bien entendu, tu vois, je suis un peu excessive, mais c'est mon tempérament. Mais voilà, je pense que l'expérience peut permettre à la technique, à la profession, à l'enseignement qu'on a reçu, permet de s'ouvrir. De s'ouvrir, à ce moment-là, les belles choses arrivent. Donc, tant que j'avance, et puis j'arrive, je suis nommée. Tu veux que je te raconte mon histoire de yoga? Mon aventure? Ah, bah d'accord. Parce qu'elle vient toute seule, tu vois, elle est venue comme ça. Donc, je quitte le collège. Alors, j'ai quitté le collège parce que j'avais été au Honduras
et que j'avais eu ce coup de poing, tu vois, de comment enseigner, comment transmettre, et j'avais envie d'être avec une population de jeunes adultes. Bon, donc voilà. Et puis au collège, j'y étais depuis 6 ans, et je savais que 3, 5, 7, il fallait partir, parce qu'après, on s'approprie le poste, et on s'approprie... Voilà, j'ai peur de m'accrocher trop, tu vois. Et donc, bon, j'ai coupé. Ils étaient malheureux, hein, mais j'ai coupé, et puis la suite a été belle pour eux, et tout va bien. Et donc, j'ai été à Assas. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que donc, j'avais été au Honduras. Oui! Et alors là, je découvre un monde de jeunes adultes. Je retrouve ce que j'avais fait en Afrique, dans ma pharmacie, des adultes à qui on conseille des médicaments et qu'on accompagne pour les soins, pour dire comment on fait. Voilà, tu vois, c'est une autre médecine. Médecine de prévention, médecine de vaccination parce qu'ils veulent partir aux 4 coins du monde, médecine pour les handicapés, l'accueil des handicapés. Hein. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Hein. Et puis, attention la cocotte, t'as bien faim, mais t'es toute petite. Hein. Alors il y avait un cours de yoga au Crous. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que c'est. Et là, j'avais un très bon professeur qui avait été aussi à l'Éducation nationale en tant qu'inspecteur. Elle avait tout lâché, et elle était prof de philo. Elle avait tout lâché pour le yoga. Alors, vous voyez la pointure. Bon, alors moi j'assiste à son cours biblique. Je suis contente. Je suis dans mon jus. Et voilà. Et donc je fais une année de yoga pour moi. Hein. Et donc ça me structure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a... Voilà, ça m'a aidé à être capable de tenir mon rôle d'infirmière. Et puis au bout de 1 ou 2 ans, ce professeur nous a dit, en juin, en nous quittant, eh bien, il y en a 2 qui devraient faire l'école française de yoga. Et elle me nomme. C'est pas possible. Alors je vais la voir, je me dis, mais si. Bon. Alors je vais à l'école de yoga, puis je me rends compte du travail, je me rends compte de l'investissement pécunier, et puis je dis à Isée, la directrice, je dis, vous savez, financièrement j'ai 4 enfants, vous en faites pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est pas une question d'argent. Réfléchissez. Vous en faites pas. Il y aura toujours une place pour vous. Bon. C'est pour vous dire, c'est pas moi qui ai dit je vais au yoga. C'est le yoga qui m'a tiré. Je peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Mais ça a été ferme et définitif. Un jour, je me suis dit, je peux. Je pensais qu'intellectuellement, je ne pouvais pas. Mon professeur était professeur de philosophie et inspecteur d'académie. Mais non, pitié, hein, hein, respirez d'abord. Bon, hein. Donc, je me suis dit non. Bon. Et puis, financièrement, enfin, bon. Hein. Et puis, mais si, il y avait possibilité un dimanche par mois, d'avoir des cours tout le week-end. Hein. On commençait le vendredi soir, on terminait le dimanche soir. Enfin, c'était hard quand même, hein. C'était vraiment... Et puis, j'avais des cours en semaine que je pouvais combiner. Voilà. Et oui, et le nœud se défait, on peut. Et financièrement, eh ben, on y arrive. On paie petit à petit, et puis point barre. Et voilà l'aventure qui a commencé et qui a duré 4 ans. 4 ans d'enseignement. C'est un retournement.
c'est un engagement. Ça a été des moments de joie et des moments de souffrance. Parce que, voilà, on entre dans un... les Indiens nous ont offert ce moyen d'habiter notre corps au plus vrai de nous-mêmes. Et nous, les Occidentaux, on a mis plein de paravents, de pare-feu, tu vois. Les petites filles, tu sais, nous, c'était la danse classique, la danse rythmique, c'était bien se tenir, serrer le ventre, machin. On était, surtout à mon époque, hein, je suis une dame âgée, on était vraiment dans une structure très rigide pour le corps. Hein, il fallait vraiment, avec beaucoup de douceur du reste, hein, pas toutes celles qui l'ont fait avec violence n'ont pas tenu, sont parties au bout d'un an. Hein. Voilà, il fallait vraiment repenser, hein, et pour cela faire confiance. Alors j'ai découvert ce qu'était la confiance, parce que j'avais plusieurs professeurs, puis tout doucement ça s'est affiné, on n'avait plus que quelques professeurs. Hein, bon, je ne parle pas du professeur d'anatomie, de physio, tu vois, l'histoire des religions, parce que c'était ouvert à tout, tu comprends? Parce qu'en Inde, il y avait les musulmans, hein, ils ont été envahis, ils se sont toujours adaptés, hein, depuis qu'ils existent, ils ont subi les invasions et ils ont toujours... Bon, donc, nous, en lisant les grandes épopées, en travaillant, en travaillant les Yoga Sutras de Patanjali, etc., on est obligé d'introduire dans sa vie une nouvelle pensée. Alors évidemment, ça peut être très dangereux, mais là, j'étais sûre, j'étais dans une très bonne école. C'était des gens qui étaient extrêmement sérieux, extrêmement modestes et vigilants, et donc j'ai fait confiance. Jusqu'à un moment, à la fin de la première année, il fallait choisir que deux orientations du yoga, et j'ai choisi l'orientation de Durkheim, et c'était Bernard Hérol, et je ne savais pas, il était prêtre. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait une grande ouverture de l'Église à autoriser, à cause de Henri Le Sceau, qui était très connu en Inde, et qui était un bénédictin de Bretagne, hein, et donc il y avait une recherche, tu vois, il y avait une recherche de dialogue. C'est une école qui m'a... Wow, tout ce que j'avais vu, senti en Égypte, en Israël, au Honduras, en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tout ça, il y avait comme un lien entre tout ça, c'est l'homme. Et donc, ils m'ont fait découvrir, au travers quand même d'un enseignement très encadré, hein, le respect des autres, hein, le dialogue avec les autres. Et donc, grâce à ça, j'ai cheminé pendant 4 ans, et je me suis vraiment investie dans le dialogue intermonastique dont faisait partie Bernard Hérol, qui était quelque chose de structuré, voulu par Rome, par rapport à Vatican II. Alors, je ne sais pas si tu sais, Vatican II, c'est comme les conciles qui ont eu lieu, tu sais, c'est un grand mouvement au XXe siècle de l'Église. Le général de Gaulle disait que c'est peut-être le mouvement le plus important. Hein. Bon, j'ai su ça comme ça par les relations que j'avais auprès de la famille gaulliste, dont je fais un petit peu partie. Hein. Et donc,
j'ai senti que là, c'était ma voie. Parce que c'était ce que mon père m'avait enseigné, la résistance, tu vois. Il était médecin, il avait voulu que je sois infirmière. Il m'a dit, mais fais pas médecine, tu perds ton temps. Tu vas voir, infirmière pour une femme, tu vas t'en servir toute ta vie. Pas tort. Hein. Ça, vraiment, je le remercie tous les jours. Et donc, au début, je pensais qu'il était macho. Les médecins, c'est fait pour les hommes. Peut-être un petit peu. Bon, mais ça, je ferme la parenthèse. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur quand même. Bon, donc voilà. Donc, je reviens à mon cheminement, si tu veux, pour aller vers les autres. Et ce sens de la guérison, la guérison de l'esprit, si tu veux, tout est uni. Le yoga me permettait vraiment d'avancer dans cette voie, hein, le corps et son mental, hein, le yoga. Hein, c'est-à-dire, yang, ça veut dire le joug. Hein, c'est-à-dire qu'on a un corps, on a un mental, on a une âme. Hein, certaines civilisations diront une âme, d'autres diront l'esprit. Hein. Enfin, chaque religion, qui veut dire relier, hein, donc chaque religion essaie de relier tout ça, tu vois. L'homme a besoin, il ne peut pas vivre uniquement qu'avec du matériel. S'il n'y a pas en lui une force, une douceur, une générosité, un élan, un enthousiasme, ben ça ne va pas. Hein, ça va pas. Et on le voit malheureusement. Bon. Mais il y a les forces du bien et les forces du mal qui sont là. Et donc, cette traversée de notre vie, eh bien, voilà. Hein, alors moi, avec mes petits moyens, voilà ma route. Et donc, en étant à Assas, je me suis structurée, j'ai continué, si tu veux, mon éducation, hein, puisqu'éduquer et accompagner, tu vois. Donc j'ai été accompagnée, alors petite fille, hein, ensuite en Égypte, etc., tout ce que j'ai vécu, et maintenant avec le yoga, avec tout, maintenant je peux dire mes amis du yoga, qui étaient mes professeurs. Hein. Et donc, j'ai fait cette école. Et cette école, c'était pour un travail sur soi et pour pouvoir transmettre. Et j'ai eu mon diplôme, j'ai pu transmettre. Et alors là, ben c'est toute ma vie merveilleuse, quoi, parce que mes enfants grandissaient, s'envolaient, hein, et j'avais le temps de transmettre, si bien que je faisais entre midi et 2 heures au Crous, et le soir en rentrant ici. Et les villes environnantes, j'ai vraiment transmis. Et alors, je vais vous dire, sans aucune fatigue. Aucune fatigue. J'avais l'impression que j'étais ressourcée par mes... J'ai jamais été autant dynamique, travailleuse, énergique, joyeuse. Voilà, parce que c'était tout simple, quoi. Apprendre à respirer aux gens. Ils ne savaient plus respirer. C'était pas, tu vois, c'était pas des... On entrait dans des postures dans leurs possibilités. Il n'y avait pas du tout d'acrobatie, c'était pas ça le yoga. Le yoga, c'était être en ordre avec soi-même. Hein? Donc être en ordre avec les autres. Bon, alors tout ça, bah, clac, 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 hein, ça menait à la méditation. Si bien qu'un de mes professeurs, Bernard Hérol, Durkheim, hein, élève de Durkheim, m'a proposé de venir méditer le vendredi soir à rue de Vaugirard, au 104 de la rue de Vaugirard, qui est un haut lieu de rencontre, et où vivent les maristes. Il était mariste, c'est-à-dire prêtre, mais de la communauté de Lyon. Et me voilà partie, hein, c'est-à-dire que je terminais à 6 heures le vendredi soir, et au lieu de rentrer à la maison,
je filais 104 rue de Vaugirard. Bon, un quart d'heure à pied, ça va. Et là, je déposais ma semaine, carrément. Tu vois, c'est-à-dire que la méditation, c'est se poser. C'est tout. Alors, ça demande de la discipline, c'est-à-dire qu'il faut être en tenue. Je commence par le corps. Si je suis serrée dans un jean, pas question de se mettre en tenue. Donc, il faut être dans une tenue. Il faut être dans une quête d'acceptation. Donc tout, d'humilité, tu vois, tu déposais. Et alors en même temps, ben, tu offres. Alors tu offres à une force spirituelle, tu vois. À ce moment-là, tu vois, Dieu ne se nomme pas, ben ça m'arrange. Tu comprends? Tu es là et tu peux... c'était merveilleux pour moi. Parce que toute la semaine, j'entendais des trucs, je vivais des souffrances. Et là, je déposais tout. Je ressortais légère. C'était plus à moi, tu vois. J'étais juste la petite infirmière qui passait, quoi. C'était fini. Et ça, c'est un bonheur. La méditation permet de se poser. Dans ce monde où il faut toujours aller vite. Là, on se pose. On se pose. Et puis alors Bernard, une fois par mois, ça durait jusqu'à 9h du soir. Et il y avait un enseignement. Et donc, voilà, j'ai pris des notes. Et cet enseignement, j'ai réalisé un petit recueil pour partager avec d'autres. Et ça, c'est une grande joie, de partager avec d'autres. Et donc, cette méditation, je reviens à Bernard. Pourquoi il faisait ça? Parce que Bernard faisait partie du dialogue intermonastique. Le pape, c'était les réunions d'assises. Le pape a voulu réunir toutes les religions monothéistes à Assise. Donc, et il a voulu que des moines aillent en Asie et que des moines d'Asie viennent en France, en Europe, excuse-moi, en Europe. Donc, ça a marché. Alors, il y avait une équipe, c'était Benoît Billot, qui est toujours là à Étiole, et Bernard Hérol sont partis. Bon, parce qu'ils tenaient bien la position, la posture. C'était tout nouveau, on ne parlait pas trop de tout ça. Il tenait la position, Bernard dit ça en riant, mais il est modeste. Il tenait la position, donc il a été choisi, et puis il était demandeur. Et donc il a passé 1 an au Japon. Et il a vécu chez le moine, chez le Roshi. Et donc, voilà, donc Bernard nous transmettait le zazen de l'école de Rinzai par l'enseignement du Roshi, tu vois, qui est professeur à l'université de Kyoto et qui, pas loin de Kyoto, a un petit village où il a son temple et où il a une maison d'hôte pour ses étudiants. Bon, ça devient sérieux tout ça, c'est universitaire. Donc, moi j'ai suivi Bernard tous les vendredis, bien sûr, et puis, ben, une fois que j'ai quitté, que j'ai pu me libérer, j'ai dit à Bernard, est-ce que je pourrais aller au Japon? Et je suis allée au Japon et j'ai suivi un Sesshin au Japon avec le Roshi. Et donc, depuis 20 ans, enfin je ne compte plus, peut-être 25, le Roshi vient tous les ans en Europe et il vient encore, là il était là le mois dernier, le mois de février, et il était là et alors, les rencontres se font dans un monastère de moines. Donc, nous sommes allés à Bellefontaine, nous sommes allés au Bec-et-Loing, en Normandie, nous sommes allés à Cîteaux, à la Pierre-qui-Vire, et maintenant nous sommes à Cîteaux. Alors là aussi, on a changé plusieurs fois, parce que si tu veux, voilà,
on enseigne le zazen. Alors, il y a un effet de mode, toujours, tu vois. On peut toujours tout détourner. On démarre du beau, et puis d'un seul coup, ça brille. Donc, il faut être très méfiant. Et donc, avec le zazen, il faut beaucoup de rigueur. Et là, au 104 de la rue de Vaugirard, s'il y avait de la rigueur, il y avait même de la sévérité. Je dois dire que plusieurs fois, Bernard, je l'aurais bien foutu à la poubelle. Il m'a vraiment poussé à bout. Mais maintenant, je comprends. Parce que mon petit égo, il n'est pas content du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'est vite fait de déraper. Et c'est vite fait de jouer, aller... Hein? Bon. Et là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un regard sur vous pour vous dire, attention Luciole, là tu vas trop loin. Toute seule, tu n'y arrives pas. Ça rejoint tout, tu vois. On a besoin d'avoir un regard. Et puis, c'est dans l'enseignement. Hein, le docu-zen, l'enseignement, c'est utile. Il faut être encadré. Donc, ben voilà, j'ai aimé, mais vraiment profondément, d'approfondir ce temps de méditation. Alors j'ai voulu t'entraîner, tu te souviens, hein, mais parce qu'on se connaissait bien, mais à ça j'en parlais pas, tu vois, c'était vraiment quelque chose, j'avais besoin de me structurer avant de donner, hein, il fallait et du reste j'en avais besoin, puisque Bernard donnait des coups de cravache de temps en temps, donc sûrement j'avais besoin, mais moi je voyais pas, hein. Et donc merci Bernard, et puis tout doucement, ben, la maturité vient. Et puis une fois Bernard était malade, parce que malheureusement il est devenu de plus en plus malade, et il fallait le remplacer. Et donc bah, tout doucement, paf, paf, je le remplaçais. Ça veut dire que je prenais confiance en moi. Bon, j'ai passé mon mémoire de fin d'année d'école. C'est Bernard qui a eu un regard pour me donner confiance en moi, tu vois. Tout doucement, allez, hop, quelque chose de naturel s'installait en moi. C'est-à-dire je donnais naturellement. C'est bien que mes fins de cours de yoga se terminaient par un laps de temps de méditation. Il ne se passait rien. C'est tout. On faisait silence de tout ce qu'on avait reçu. Et croyez-moi, il y avait un bien-être intérieur qui était extraordinaire. Mais vraiment. Donc, quand on se quittait toutes, on se quittait toutes dans le silence. Tu vois, elles arrivaient brouhaha, machin. C'était extraordinaire. Quand on quittait le crous, mais c'était magique. Tout le monde, voilà. Et il ne s'était rien passé. Je faisais rien d'extraordinaire. Pas de home, tu vois. On a 1h30 de temps, c'est trop court. On se moque de... Tu comprends ? Donc c'était simplement l'assise, tranquille. Voilà. Alors, moi, ça m'a amené à avancer dans mon travail, ma recherche personnelle, mon chemin de vie dans la méditation. C'est bien que j'ai médité tous les jours avant de venir. Debout 6h du matin, 5h30. Ça ne me fatiguait pas. Mais je ne le loupais pas. Et comme disait Bernard, tu balais. Tu balais. Alors pour ces 70 balais, je lui ai fabriqué 70 petits balais. Je te donnerai la recette. J'ai fabriqué 70 petits balais. Et alors ça, c'était mon cadeau, tu vois. Tu sais, balai. C'est-à-dire, nettoie ton intérieur. Oui, mais quand tu as des soucis, j'ai le gâteau dans le four, tu vois, ou bien si tu es en activité, j'ai pas fermé ce dossier, ou bien tu laisses passer comme un nuage dans le ciel. Tu laisses passer, t'excites pas, tu laisses passer. Il nous a donné comme ça des techniques pour nettoyer, parce que mon Dieu, ce qu'on est encombré. Mais
Pas de panique, on est tous encombrés. Par contre, on se rend compte maintenant, alors ça je suis ravie, parce que j'ai travaillé à l'hôpital Sainte-Anne, c'est reconnu comme guérison la méditation. Alors là, je ne m'étendrai pas. Hein. Mais quelle chance, merci, que ce soit reconnu. Hein. Parce que ça nous permet, nous, à professeurs de yoga, à aimer son corps, avec toutes les misères, on s'en fout. Aller vraiment dans une séance qui apaise et terminer par de la méditation. Alors, tu vois, je dirais, les centaines de remerciements que j'ai eus. Parce que je suis quand même restée 18 ans à Alsace. Et j'ose pas le dire, mais les centaines. Bon, de joie de vivre. Vraiment de joie de vivre. Et quand je suis partie, ils ont continué à faire du yoga. Ils ont trouvé, tu vois. Il y a eu malheureusement plusieurs décès. Et j'ai eu des témoignages de la famille, des enfants. On respire, comme l'a dit Lucie. Et tu te dis, c'est un accompagnement, tu transmets, tu sais, voilà, tu lances dans le ciel. Mais quand, à la rentrée scolaire, les enfants viennent te dire merci, parce que je suis sûre qu'elle a peut-être moins souffert, elle a eu un cancer des poumons foudroyant. Ah, c'est comme si tu lui avais donné la main. Tu vois, ça s'appelait Lucie, c'est comme si tu l'avais accompagnée. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir pour apaiser le départ. Hein. On sait bien que le départ est obligé, on sait bien que la mort fait partie de la vie. Hein. Mais on sait bien qu'on est des êtres humains et que la souffrance est là. Hein. Voilà, il faut... Et elle est belle quelque part, c'est qu'on aime. Je n'ai pas honte. Excuse-moi pour Pas parce que y a eu tant de beaux échanges, tu vois. Et tu donnes ça comme ça, à la petite semaine, comme on dit. Et tu te dis, mais allez, je cours, il faut que j'arrive à l'heure. Tu vois, il y a quand même une exigence. Hein, j'avais mes fiches quand même, je travaillais pour donner, pour qu'il y ait un suivi toute l'année, tu vois, pour qu'il y ait une progression dans l'ouverture du cœur. On ne peut pas ouvrir un cœur qui a été fermé pendant, mettons, 20 ans, 30 ans, tu vois, voilà. Je crois qu'on a appris par cette méthode à connaître son cœur, à circuler dans son corps. J'aime beaucoup ça. Circuler dans son corps. Alors, tu vois, j'ai été opérée, quoi. On m'a opéré de l'œil, tu te rends compte? Bon, donc anesthésie locale. Donc tu sais tout ce qui se passe. Hein. Je me suis calée dans ma respiration et je me promenais. Je me promenais dans mon œil. Je me promenais dans mon cerveau. Mais vraiment, aucune frayeur. Aucune frayeur. C'est merveilleux franchement, de sentir que, eh bien voilà, tu vois, tu expires dans un genou qui te fait horriblement souffrir. C'est formidable. Ça vaut tous les Doliprane de la Terre. Alors, voilà, alors les énergies, là on entre, là on commence à entrer, si tu veux, à ce que nous ont donné les Chinois, la médecine chinoise. Hein. Voilà, nos canaux circulent. Moi, je faisais très souvent travailler, masser la voûte plantaire. On se massait la voûte plantaire. Hein. Comment tu marches tellement mieux après. Tu sens le sol. Tu possèdes le contrôle, tu vois. Tu aimes ton corps, tu contrôles ton corps, tu fais pas n'importe quoi. Donc tu te tords pas la cheville. Voilà, il se passe vraiment
merci yoga pour tout ce qui m'a donné, que j'ai pu donner aux autres, et puis maintenant mes petits-enfants qui se mettent au yoga aussi, et qui aiment. Je crois que c'est en nous. C'est en nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toute la démarche du dialogue, la manière dont tu la illustres, hein, c'est par rapport à l'expérience. Oui. C'est pas par rapport à j'ai lu que, ou une telle théorie qui, c'est vraiment, c'est un questionnement ou un élan qui vient de l'intérieur et qui fait qu'il y a des choses qui arrivent, et puis on a l'ouverture de voir ce qui arrive, de s'ouvrir à ça, et puis ça nous fait découvrir autre chose. Donc peut-être que pour toi la question ne s'est pas posée comme ça, mais je te poserai la question. Donc il y a eu, tu as parlé de Lesso, hein, il y avait aussi Monchanin, oui, qui était en Inde. Et pour certains d'entre eux, de ces missionnaires, en fait, ils ont vécu un grand déchirement. Ils sont d'abord allés pour missionnariser, oui, pour mieux missionnariser, donc ils ont appris la culture. Non, mais, oui. et donc en apprenant la culture et en voyant toute la beauté, ont même commencé à pratiquer. Et puis ont vécu parfois ce déchirement en se disant, mais alors suis-je encore chrétien si je commence aussi à pratiquer autre chose? Et donc, où en fait il y avait un conflit interne. Oui. Donc on va dire, alors Raymond Panicard disait toujours que le dialogue interculturel ou interreligieux, il est d'abord intraculturel ou intrareligieux, il est intrapersonnel. C'est à l'intérieur de nous-mêmes que se rencontrent ou que se révèlent des facettes de nous-mêmes qu'on ne soupçonnait même pas, et qui vibrent les uns avec ceci, les uns avec cela, et qu'au niveau peut-être de la pensée, c'est même opposé, ou idéologiquement c'est opposé, on n'aurait pas le droit de faire, ou quoi que ce soit. Mais il se fait que par rapport à l'expérience de la vie, on vit ça, on est ça. Il y a ces différentes choses qui sont là. Et donc pour l'instant, quand je t'écoute, ça fait un peu écho par rapport à mon propre cheminement. Donc les choses n'ont pas tellement posé problème. C'est pas comme j'ai pas le droit de m'intéresser au yoga je n'ai pas le droit de. C'est plutôt ça s'est fait naturellement, et puis on s'intéresse, et puis on approfondit. On se rend compte que pour pouvoir mieux approfondir, il faut aussi comprendre la culture qui est derrière, il faut comprendre le point de vue, il faut comprendre la lignée, la démarche, la tradition dans laquelle c'est. Mais la question que j'aimerais te poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a eu quand même aussi pour toi des moments où justement tu te dis, mais oulala, où vais-je? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon identité, ou je perds mes repères, ou est-ce qu'il faut s'arrêter? Maintenant, bon, déjà là je me suis ouvert au yoga et au monde indien, puis maintenant il y a le Japon qui arrive. Et oui. Non mais tu as raison. Alors, j'ai eu deux moments très difficiles, hein, parce que, bon, si tu veux, forte de tout ça, de tout ce bonheur que je donnais en soignant, en guérissant, tu vois, des gens qui allaient pas bien, et puis je me suis dit, mais il faut que j'aille en Inde. De nouveau, tu vois, l'envie de... Est-ce que c'est bien vrai tout ce qu'on m'a raconté? Est-ce que je ne suis pas en train de me façonner quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui ne le savent pas qu'ils sont charlatans, mais qui le deviennent parce que, bon, c'est toujours été ma crainte, peut-être parce que mon père était médecin et que très prudent par rapport, tu sais, les médecines douces, etc. Bon, attention, il y a beaucoup de bonnes choses, vraiment beaucoup de bonnes choses. Mais malheureusement, prudence, mais comme tout, hein, comme tout. Donc je suis allée en Inde. Et là, j'ai eu deux frayeurs. La première, j'allais dans les temples indiens, et vraiment, bon, je me faisais toujours des amis. J'étais habillée en long, tu vois, avec l'écharpe, hein, comme ça. J'étais à l'occidental, robe longue occidentale jusque-là, donc je n'étais pas déguisée en indienne. Je n'ai pas le faciès, ça va pas. Bon, donc j'étais de la même silhouette, comme ça, acceptée. Tu comprends? C'est ça le respect de l'autre. Tu es dans un pays, la tradition, les femmes ont les jupes longues, bah, tu sais tout, point. Moi j'avais deux robes, elles séchaient le soir, je les remettais le lendemain, c'était super. J'étais toujours en robe longue, et c'était très agréable avec la chaleur. Hein. Et donc, ben, on me faisait entrer dans le temple.
tu connais bien l'Inde, les temples, et on te fait rentrer dans le Saint du Saint. Bon. Alors moi, je l'ai fait au début, tu vois, et puis les bhajans, les mantras, tu vois, je les respectais, je les suivais. Et puis à un moment, je dis, mais attends, t'as pas le droit d'aller... Tu joues la comédie, là. T'es comédienne. Ça m'a été interdit, dans ma conscience, d'aller dans le Saint du Saint. C'était pas ma place. Tu vois, il y avait... bon, je suis chrétienne. Voilà. Ce sont leurs idoles, tu vois. Et là, moi, j'ai la chance de connaître l'histoire de Jésus et de décider que je suis baptisée et que je suis chrétienne. Donc, attention de ne pas faire de l'idolâtrie, tu vois, qui après va me faire tomber dans le trou de l'idolâtrie. Alors, je ne sais pas, j'y suis pas allée, mais je me suis méfiée de moi. Je me suis dit non, là, tu peux pas y aller. Et tu sais quoi? Les Indiens ont été soulagés. Ils faisaient ça par gentillesse. Parce qu'un Indien, il te donnerait tout. Tu vois, vraiment, je l'ai vécu. Hein. Ils sont d'une douceur, d'une gentillesse. J'étais femme seule. Hein. Il pouvait m'arriver des aventures. Jamais. Jamais. C'était toujours... Bon, bien sûr, je ne faisais pas de bêtises. Hein. C'est-à-dire, c'était toujours un hôtel qui était tout à fait... pour les Indiens. Pas un hôtel à touristes. Hein. J'étais avec les Indiens qui faisaient des pèlerinages comme moi. Et donc, toujours, tu sais, la prévenance. Hein. Et donc, ben, eux, ils m'invitaient à y aller. Et en fait, mais non, tout le monde se jouait la comédie. Mon première expérience. Hein. Donc, surtout être soi-même. Et on sait très bien quand on dépasse. On peut dépasser, bon, bah, on se trompe une fois, puis point barre. Hein. C'est pas ça que je veux dire, hein. On a le droit. Voilà. Et puis alors, la deuxième fois, ça m'échappe. Qu'est-ce qui... Je ne sais plus, je sais... Qu'est-ce que j'ai... Bon, peut-être ça va revenir. Oui, voilà. Mais donc, c'est ce que tu dis, donc c'est aussi l'importance, et peut-être ça varie justement aussi d'une personne à une autre. Hein. Oui. C'est de bien reconnaître les limites, quoi. Voilà. Et de ne pas penser que le dialogue, c'est la fusion, on va dire, mais au contraire, c'est d'avoir une réponse de l'autre. Et donc, par rapport à ça aussi, donc, on se rend compte, en rendant mieux compte où se situe l'autre, et qu'est-ce qu'il est, on se rend compte aussi de ce qu'on est soi-même, finalement, et où on est enraciné. Oui, tu vois, on nous disait toujours à l'école française de yoga, attention au syncrétisme, tu vois. Et là, je pense que c'est un bon témoignage de dire, voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, je faisais attention. Et donc, alors, une fois dans le temple aussi, j'ai été un peu loin. On dansait avec les enfants, tu vois. Et puis, de plus en plus, tout le monde venait et on dansait et la police est arrivée. Bon, et puis m'a encadrée. Tu vois, j'allais trop loin. Voilà, il faut... Alors, ce qu'il faut, c'est J'ai jamais eu de soucis vraiment, mais j'ai toujours été vigilante. Sauf ces deux fois, enfin, la fois du temple aussi, ça me revient comme ça, tu vois, comme une étincelle. Et oui, c'était vraiment une erreur de ma part. Mais d'instinct, ils ont voulu faire la fête, tu vois. Et non, il faut leurs traditions ne sont pas nos traditions. Et nous les invitons dans nos églises, mais ils ne peuvent pas communier. Tu vois? Et alors,
le dialogue intermonastique, justement, aide à ça, hein, aide à apprivoiser l'autre, aller chez l'autre, aller dans une autre culture, tout en restant soi-même. Hein. Alors, par exemple, les séchines, donc séchine, ça veut dire retraite assez longue, que fait le Roshi quand il vient en Europe tous les ans? Il est invité par un monastère, une semaine. Nous avons un enseignement du Roshi, nous avons de la méditation dans une salle appropriée, hein, un dojo, hein, quelque chose de préparé artificiellement dans une salle de l'abbaye, et nous assistons mon Dieu, comment ça s'appelle, du monastère, aux offices du monastère. Mais on peut y aller la nuit, et ça commence à 5 h du matin, tu vois. Et on assiste aux offices, on assiste à la messe, et le Roshi assiste, mais pas au premier rang, tu vois, avec nous. Hein. Et il y a même une messe qui se fait dans le dojo, et le prieur était là, tu vois, et donc il y a vraiment une communion humaine, hein, mais il ne va pas communier au Christ, tu comprends? Voilà. Par contre, par amitié, on va lui offrir du pain. Hein, c'est beau, comme. Le symbole est magnifique, c'est émouvant à voir. Et le Roshi se régale, il ne parle pas un mot de français, hein, par la mélodie des psaumes. Vraiment. Voilà, alors ça, c'est du pur jus, quoi. C'est vraiment dialoguer et encore, on est très loin du tandem, tu sais, d'obtenir l'illumination, comme il dit, tu vois. On est sur le chemin. On reste des hommes et des femmes bien malheureux, bien heureux d'être pauvres, quoi. Mais il se passe quelque chose qui nous purifie, qui nous simplifie, qui nous rend plein d'énergie aussi. Moi, j'ai trouvé. Alors, c'est quand même c'est sévère, c'est moins sévère qu'au Japon, chez lui, où je suis allée. Hein. Mais quand même, c'est une retraite de silence. On ne parle pas. Et à table, on fait le moins de bruit possible. C'est-à-dire la cuillère pour ramasser la soupe, tu vois. Clac, clac, clac. Quand on est 50, c'est épouvantable. Là, on entend une mouche voler. Et on mange très bien. Mais il y a tout un rite d'ascèse, tu vois, qui fait que cette méditation, après, quand on rentre chez soi, on a envie de continuer. On médite, tu vois. On a envie de partager. On organise des groupes de méditation. Et tu vois, c'est une des choses que je trouve interpellante, parce que petit à petit, on arrive en fait, à la fin de l'interview. Hein. Oui. Le temps passe très vite. Je comprends. Mais on a commencé avec l'idée d'explorer le dialogue, et puis on se retrouve dans le silence. C'est vrai. Et ce qui me rappelle donc, des mots de Raymond Panicard, hein, qui était un grand philosophe interculturel, et dialogue interreligieux, interculturel plus largement. Et Robert Marachon m'avait raconté que il y a longtemps déjà, Raymond Panicard avait donné en fait une conférence à l'université McGill à Montréal. Oui. Il avait commencé la conférence en disant ce que je vais essayer de vous dire ne peut pas être dit. Et c'est parce que ça ne peut pas être dit que ça vaut la peine d'essayer de le dire. Et Robert Marachon avait noté ça. Enfin, il a dit c'est devenu le programme en fait pour sa vie. Donc vraiment de dire que le dialogue, finalement tous ces mots qu'on utilise, on essaye de pointer au-delà finalement des mots. Et que ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous... très inspirant dans ce que tu nous rappelles,
c'est que dans un monde où on met tellement l'accent sur la vitesse aussi, et puis donc aussi la communication, les mots, les théories, ce genre de choses, on va se rendre compte que finalement le dialogue, ça peut être aussi de partager des moments de silence, de partager juste un être ensemble. Et que donc finalement, ce qui est de manière sous-jacente, c'est le partage. Et que le partage ne doit pas forcément être parce qu'on est pareil, parce qu'on est dans la même tradition, parce qu'on a fait un syncrétisme, parce que... Non, chacun on peut respecter mutuellement ses places. On n'est pas obligé de tout comprendre. On peut s'ouvrir en ouvrant, on va être affecté, on va être changé d'une certaine manière, on va se révéler à soi-même, on va révéler l'autre dans l'échange. Et je trouve ça vraiment intéressant et très beau finalement que sans qu'on l'ait fait exprès, tu vois, on est parti sur le dialogue et finalement tout ça, on aboutit un peu vers ce silence vers lequel pointe en fait aussi la parole, l'être ensemble. Et aussi vraiment cette notion, parce que c'est comme ça que tu as commencé, tu n'as pas commencé non plus par des dialogues intellectuels. Au départ, pour traiter le dialogue, tu m'as parlé de ces expériences de partage, de comment on partage les uns avec les autres, comment en commun on fait des choses. Infirmière, mais voilà, le prof de géographie, le prof de biologie, puis voilà, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement... Enfin, moi, ça m'inspire beaucoup. Alors, est-ce que tu aurais encore si tu devais dire peut-être une dernière inspiration, ou, enfin, pour des gens qui, peut-être qui sont interpellés, mais peut-être qui n'osent pas, ou par rapport à ce dialogue, qu'est-ce que tu aimerais leur dire donc? Espérez. Espérez. Espérez parce que ça va vous être donné. Laissez monter en vous le désir. Prenez le temps de vous asseoir devant un beau paysage, mais n'angoissez pas. Si vous avez envie, être en vie. J'adore ce mot envie maintenant. Hein? Si vous avez envie, vraiment envie, vous asseyez en disant j'ai vraiment envie. Quelque chose va se passer. Là, j'en suis. Mais alors là, garantie. Patience, douceur, confiance. Vraiment confiance. Il y a plein de belles gens sur Terre. Et voilà, il faut être les mains ouvertes. Merci Luciole pour ces beaux partages. Oui. Merci à toi Christophe. Ah oui, je suis heureuse d'avoir transmis. Et pas uniquement transmis, vraiment partagé. J'aime ce mot partage. Et comme tu le disais, hein, c'est aussi les choses, oui, transmis, donc tu dis le bon mot finalement, c'est les choses qui passent à travers nous. Oui. Une fois qu'on s'ouvre, le partage se fait parce qu'il y a des belles choses qui s'expriment. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, bon, on devrait finir par un tout petit temps de silence. Oui, faisons ça. D'accord.